Alors la quinzaine syrienne et ukrainienne, eh bien, il y a eu tout d'abord une séance d'inauguration, si je puis dire, avec un rassemblement le 15 mars, hélas peu fréquenté, mais on fait tous ce qu'on peut avec nos impératifs. Et puis il y a une exposition en cours à la galerie Pictura, avec une artiste syrienne et notre artiste attaché britannique, j'allais dire, mais maintenant de nationalité française, Phil Walker, qui est une exposition, je pense, assez intéressante de peinture. Il y a eu la soirée reportage mardi dernier. Et puis, on a l'honneur d'accueillir ce soir Firas Konta, que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur les actions de l'association Médina et principalement sur les crises qui déchirent la planète actuellement. Et il sera peut-être bien aussi que nos amis de Solidarité citoyenne franco-ukrainienne, qui sont donc co-organisateurs, fassent une brève présentation. Bref, bien sûr, puisqu'on va laisser la parole à notre invité Firas. Mais juste pour le rappeler, la situation en cours à Gaza fait l'objet de nos plus grandes préoccupations. Tout d'abord, chaque samedi, il y a une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques qui sont organisateurs. Il y a un rassemblement tous les samedis à Bourges. Samedi dernier, c'était le 24e, 14h30 devant l'ancienne maison de la culture, et généralement suivi, quand la météo le permet, d'une manifestation en ville, et puis parfois d'autres actions qui témoignent de notre sensibilité et de cette volonté qu'on a de dénoncer d'éventuelles complicités, par exemple de la part de grandes enseignes qui gardent pignon sur rue en Israël, voire dans les colonies, voire qui approvisionnent les soldats israéliens, alors qu'à Gaza, on meurt de faim. Donc l'association Médina a réussi à reprendre une activité de soutien psychologique à l'enfance à Rafah, dans des conditions extrêmement difficiles, difficulté à reconstituer une équipe, à retrouver une psychologue, difficulté de transfert de fonds, problème énorme de sécurité, bien entendu, dans les déplacements, dans les événements sur place fixe, intervention dans les écoles de l'UNRWA qui servent de lieu d'hébergement, avec un problème inhérent à la suspension des financements de l'UNRWA par de nombreux pays bailleurs de fonds. Voilà pour la bande de Gaza. Il y a une exposition, il y a un photoreportage en quelques photos visibles dans l'angle gauche de la salle derrière vous, auquel vous pourrez jeter un coup d'œil tout à l'heure avant de prendre un verre et nous quitter. On y voit à peu près la façon dont on fait aussi une distribution alimentaire, ce qui est extrêmement complexe à Gaza dans la situation actuelle. Il y a bien sûr également de la part de l'association Médina une activité en Ukraine qui est une activité d'équipement chirurgical sur des hôpitaux qui sont en arrière de la ligne de front, donc qui permettent une prise en charge de longue durée correspondant aux besoins des blessés graves. Et puis bien sûr la maternité qu'on a ouverte en Syrie en 2015 et qui est devenu un important établissement, déplacé par 2 fois d'ailleurs, fonctionne toujours, mais actuellement en situation de crise, avec une absence de financement depuis 3 mois, ce qui nous oblige en ce moment à restreindre, à réduire l'activité en attendant de retrouver quelque chose. Pourquoi chute des financements? Simplement parce que les moyens de l'aide humanitaire internationale n'augmentent pas au fur et à mesure que les crises prolifèrent. Les moyens de l'aide humanitaire internationale au plan mondial restent constants. Donc il y a déplacement des budgets et on l'avait déjà senti pratiquement dès le début de l'agression russe en Ukraine. Alors juste pour finir sur la quinzaine syrienne, il y a samedi soir, le 30 mars, au théâtre Jacques-Cœur, j'ai mis au Palais sur certaines invitations, alors non, on ne vous ouvrira pas le Palais,
Mais on vous ouvrira le théâtre Jacques Coeur et il y a un concert en trio du saxophoniste Mehdi Chaïb, qui est un des musiciens qui joue fréquemment avec Naïsam Jalal, qui est une musicienne extraordinaire, une musicienne syrienne, chanteuse et flûtiste, qui est maintenant de dimension internationale et qui parcourt la planète. Voilà, ça fait 2 ans qu'on continue à œuvrer pour l'Ukraine en envoyant du matériel et des médicaments et du matériel de survie. On n'achète rien, on ne fait que de récupérer ce qui est dans les placards, ce que l'hôpital n'utilise pas. Comme ça, on ne perd rien et tout part. Ça part à Kiev et ensuite c'est redistribué dans le Donbass. Et là, on a pu envoyer 200 kilos qui sont partis il y a à peu près 1 mois. C'est parti et en 5 jours de temps, on était très étonnés, c'est arrivé intact à l'hôpital de Kiev. Et à partir de Kiev, ils ont renvoyé à peu près 50 kilos pour les postes avancés des soldats. Et à chaque fois, on a la photo des soldats ou des médecins qui reçoivent ce matériel. Là, on a reçu de l'hôpital du matériel de soins pour les amputations et tout ça va partir dans 15 jours. Voilà ce qu'on fait à notre petit niveau et puis on essaye de soutenir nos amis ukrainiens qui sont réfugiés sur Bourges. Voilà, tout simplement. Firas me demandait combien d'Ukrainiens sont accueillis à Bourges. Il y a 2 ans, il y en a eu à peu près 460 qui sont arrivés juste dans le Cher et il y a 80% qui sont repartis. Comme on dit en ukrainien, slava ukrainien. Donc, slava ukrainien. On les oublie pas, bien sûr. Bien sûr. Ils sont au cœur de notre actualité. Et malheureusement, c'est exactement la même réplique qui s'est passée des années avant chez vous. Voilà. Alors, quelques mots brefs sur Firas Conta. Et là, je prends ma copie pour vous dire qu'il nous offre un éclairage unique sur l'une des plus grandes tragédies du XXIe siècle. Militant originaire de Soueïda tout court, région de la minorité druze, il enrichit sa réflexion politique par son histoire familiale. Il replace ainsi la société syrienne au cœur de l'analyse du conflit. Avec un courage exemplaire, il nous met en garde contre la tentation de l'oubli et de l'aveuglement. Son témoignage poignant rappelle l'urgence de faire entendre la voix des Syriens, qui est effectivement quelque chose qui passe un peu au second plan actuellement, du fait de la multiplicité des crises qui, hélas, prolifèrent sous nos yeux. Activiste franco-syrien des droits de l'homme, politologue, juriste, Firas Contar est une figure influente de l'opposition démocratique syrienne. Il vit en France et travaille sans relâche pour sensibiliser sur la situation des réfugiés syriens et nous alerter sur le laboratoire de barbarie et d'impunité qu'est devenu la Syrie sous l'influence de son dictateur fils Bachar el-Assad, puisqu'avant c'était Hafez, et donc ça remonte à 1970, ce système. Et on citera, qui d'ailleurs est disponible dans le hall, le livre de Firas, Syrie, la révolution impossible, et sa participation à l'ouvrage collectif Syrie, le livre noir. Et en remerciant Firas, je lui laisse maintenant la parole. Et merci de ne pas oublier de la Syrie et de continuer à en parler et de m'inviter pour en parler, c'est très important. Et malheureusement, comme on le voit, une actualité en chasse une autre. La Syrie a disparu des radars et pourtant, elle est au centre de ce cynisme mondial qui est là aujourd'hui. Parce qu'en Syrie a été banalisé le mal, a été banalisée la guerre façon crime, avec des stratégies de crime contre l'humanité. C'est en Syrie que tout cela a commencé. Où la guerre contre les hôpitaux, contre les citoyens est devenue normale. C'est en Syrie que ça a commencé et pourtant on n'en parle pas. Et quand on voit aujourd'hui Gaza, ce qui se passe à Gaza, moi ça me rappelle énormément ce qui s'est passé au camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie, qui était en lisière de Damas,
un camp de réfugiés qui a été assiégé par le régime syrien pendant 2 ans. Il y a eu plus de 220 morts de faim, uniquement de faim, à Yarmouk, et des bombardements incessants, des milliers de morts palestiniens qui ont fui la zone, en fait, et qui sont en bonne partie aujourd'hui en Europe. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui parle de ça, qui s'appelle Little Palestine. Le producteur de ce documentaire est aujourd'hui en Europe. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. On en reviendra certainement sur cette banalisation du mal absolu. Mais ce mois de mars, moi, il me tient à cœur d'intervenir aussi, parce que c'est aussi l'anniversaire de la Révolution, mois de mars. Ça fait aujourd'hui 13 ans que tout a commencé en Syrie. Et ça a commencé, bien sûr, suite à ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Et au mois de mars, je raconte toujours cette histoire pour qu'on se souvienne comment tout a commencé en Syrie. On savait que la société allait bouger. C'était qu'une question de temps. La Syrie connaissait toutes les difficultés, et même les difficultés en Syrie étaient amplifiées par rapport à l'Égypte, par rapport à la Tunisie, parce que c'était le pays, à l'image de tous les pays arabes, où vous avez 50% de la population qui a moins de 30 ans, et sans avenir, dans un pays corrompu. La particularité de la Syrie, c'est que la corruption est aux mains d'un clan, l'économie est aux mains d'un clan, avec un espace de liberté qui est quasi inexistant. On peut comparer la Syrie qu'à la Libye de l'époque, ou aussi au système de Saddam Hussein en Irak. C'est vraiment la comparaison de la Syrie sur l'état de barbarie que c'était. L'état de barbarie, c'est pas mon terme, c'est celui de Michel Sora, un chercheur français, qui, dès les années 80, après le massacre de Hama, a qualifié la Syrie d'état de barbarie suite à ce massacre de Hama, qui est resté en fait dans la mémoire syrienne comme une atrocité absolue, où pendant des jours, une ville a été massacrée, bombardée, les civils, parce qu'il y avait eu 200 à 300 combattants qui avaient pris cette ville, une branche des frères musulmans, et le régime a voulu punir tous les Syriens, a surtout voulu donner une leçon à tous les Syriens, en fait. Et cette leçon a marché parce que le régime considère qu'il a eu la paix pendant 40 ans. Voilà, grâce au massacre de Hamas, ça a permis de ce que les Syriens ne se révoltent pas. La peur a été diffusée suite à ce massacre à toute la société syrienne. Et moi, franco-syrien, particularité, je suis né en France, à Besançon, mes parents faisaient des études, et je découvre la Syrie à l'âge de 10 ans, à l'école du village de mes parents, dans la province de Souéda, dans le sud. Et vu que j'étais le fils de celui qui a réussi dans le village, on me nomme délégué en chef, et tous les matins, je devais crier gloire au président éternel devant tout le monde, et tout le monde répétait derrière moi. Voilà ma première approche de la Syrie. Et j'avais connu, bien sûr, la France, l'école française. J'avais connu, c'était les années belles, pour moi, les années douces de cette jeunesse vraiment dans des écoles où on était bien materné et autres. Et je découvre cette école où tout le monde était habillé pareil, c'était l'uniforme. Tout le monde avait le cahier acheté au magasin d'État avec le portrait d'Assad, et on n'osait même pas le jeter parce que c'était un crime de jeter un cahier avec le portrait du président. Donc voilà ce que je découvre. Je découvre cette peur de dire le moindre mot mal contre le régime ou le président, parce que on a plein d'histoires autour de nous de gens qui ont disparu parce qu'il y a eu une critique. Et on en a fait dans ma famille l'expérience, et tout ça je le raconte en fait, tout cela je le raconte. On en a fait l'expérience dans ma famille, où on a un oncle en fait, il n'a même pas critiqué, il a reçu un tract d'opposition, et parce qu'il n'en a pas informé le parti, on l'a jeté en prison. Le régime avait réussi à attraper celui qui a distribué les tracts, et ils ont remonté à toutes les maisons qui avaient reçu ce tract sans en informer le parti. Voilà la terreur dans laquelle on baignait en Syrie. Mon oncle a vécu 2 années de prison, il a 2 années de torture, il en est sorti à moitié fou, il faut le dire. Il a fait une tentative de suicide, il a 4 enfants en fait, il a fait une tentative de suicide en prison. À l'époque, c'était en plein les années 90. Et tout cela, je le décris, non pas par intérêt de ma famille, mais bien sûr, mais pour montrer ce qu'était l'ambiance de la Syrie dans les années 80-90. Mon père, quand il est rentré après 15 années d'absence en France pour faire sa thèse, son doctorat d'État, il est de passage à Alep parce qu'il est rentré dans une camionnette. Et la nuit, c'était en 87, la nuit où il arrive à Alep, il va à un hôtel et en fait, on lui demande sa carte d'identité, et sa carte d'identité n'était pas à jour, donc on exige de lui qu'il aille à un service de police politique
pour qu'il ait un accord pour dormir une nuit d'hôtel dans son pays. Donc là, c'est juste le commencement, la découverte de cette Syrie-là. Il refuse, et mon oncle qui était avec lui dit « Écoute, j'ai des amis, j'ai une famille d'amis à Alep, on va dormir chez eux, tant pis, on n'ira pas à l'hôtel. » Et il débarque chez une famille qu'il ne connaît pas, vers 23h du soir. Et mon oncle, ils sont très bien accueillis, comme on peut l'être en Syrie, le repas et autres. Et mon oncle pose une question à cette famille. « Avez-vous des news Allah ?» Allah. Mon père regarde comme ça, il ne comprend pas, c'est qui Allah, il ne voit pas l'enfant Allah. Et la mère commence à pleurer. Et Allah, en fait, a été enlevé par le régime en 83 et il avait 14 ans. Il était à Alep, c'était à l'époque où le régime poursuivait les frères musulmans. Et Allah, en fait, il était dans un club de foot du quartier. Et dans ce club de foot, parfois venait un cheikh de la mosquée du quartier donner quelques, je dirais, préceptes de l'islam à ces gamins, à ce club. Et il s'avère que ce cheikh était frère musulman. Et du coup, tous les enfants ont été embarqués. Tous les enfants ont été embarqués et ont disparu. 14 ans, Allah a passé en prison. Et il en est sorti en 98. Donc sans éducation, sans rien. Un jeune de 14 ans qui disparaît. Et que les parents, parfois, essayaient d'envoyer 1 kilo d'oranges. Ils devaient payer à l'époque 500 euros, 1000 euros, l'équivalent de 20-30 $, c'était une fortune, pour pouvoir lui envoyer 1 kilo d'oranges, une photo, parce que c'était aussi un moyen des officiers de s'enrichir là-dessus. Donc voilà comment on vivait dans la Syrie d'Assad avant, dans les années 2000. C'est la Syrie que je découvre, et donc moi je suis animé par une révolution, mais vraiment j'en rêve. Je rêve de cela, je veux cette révolution, je l'espère et je pense qu'un jour elle arrivera. Il fallait être patient. Du coup, je viens en France, je fais ma vie en France en 98, je reviens, je fais mes études, bien sûr, mon parcours d'études, et je retourne en Syrie. Tous les ans, j'y vais 2 ou 3 fois, et je vois ce pays, en an 2000, commencer à changer. Il y a beaucoup d'argent, on voit beaucoup d'argent se libéraliser, beaucoup de voitures, de luxe et autres, et c'est une nouvelle classe, la nouvelle classe dirigeante proche de Assad fils, qui a pris le pouvoir, du jour au lendemain, en changeant la Constitution en 5 minutes. Le Parlement a changé la Constitution à la mort du père, en 5 minutes pour lui donner la présidence. Voilà comment ça s'est passé. Et lui, en fait, comme son père aimait beaucoup l'argent, comme son frère qui est mort avant lui, le dauphin, avec 17 milliards de dollars dans un compte en banque suisse, pareil, il met toute une équipe en place qui libéralise à fond le pays. Le peu qui restait du socialisme est libéralisé. Vous voyez, il y a moins de place dans les universités pour favoriser les universités privées qui sont aux mains du gouvernement. Donc tout cela se retrouve en 2011, une jeunesse qui ne voit pas d'avenir, sinon immigrer, sinon partir. Moi, quand j'y allais, on me disait « mais comment on fait pour aller en France ?» C'était la première question qu'on me posait. Ce n'était pas changer sur place, c'était vraiment aspirer au changement, aspirer à partir. On voyait des voitures de luxe comme on n'en voit pas ici, des Jaguars, des Porsche à Damas, dans les mains de quelques-uns, et une population qui est pauvre, une jeunesse qui a, comme je vous le disais, 50% avait moins de 30 ans, en 2011. Et arrive Mohamed Bouazizi en Tunisie, en décembre, qui s'immole, en fait, et qui ouvre la voie à cette vague de révolutionnaires qui arrive et qui va toucher la Syrie. Et ce n'était qu'une question de temps, effectivement, et c'est, en mars 2011, c'est le régime qui va provoquer l'étincelle. Il y a eu une petite manifestation à Damas, alors que des policiers frappaient un citoyen juste parce qu'il n'a pas accepté de leur laisser un bakshish. Et les policiers ont été étonnés de se retrouver avec 200 personnes entourées par eux qui criaient « on n'humilie pas les Syriens ». Et le ministre de l'Intérieur est venu intervenir à Damas, c'était en février 2011, donc on sentait qu'il allait se produire quelque chose. Et en mars 2011, des collégiens de Dera, de la ville de Dera dans le sud, qui est à côté de chez moi, taguent sur un mur, ils sont une dizaine, ils taguent sur un mur en arabe « Ejak Dor Yadektor ». Traduire littéralement « ton tour viendra, docteur ». Docteur, c'est l'ophtalmo, c'est Assad. Ton tour viendra, c'était suite à Ben Ali et Moubarak. Et du coup, ce tag a fait scandale localement auprès de la police politique, et il s'avère que le chef de la police politique est le cousin d'Assad. Il emprisonne ces 10 gamins qui ont à l'époque entre 10 et 14 ans, on les connaît, ils sont toujours identifiés, ils sont en vie, ils sont partis en Jordanie, d'autres qui sont en Europe. Il les torture, il y en a un qui perd l'œil,
pendant ces tortures. Une délégation de la ville de Daraa vient le voir, il s'appelle Atef Najib, une dizaine de notables, lui demandent « Ok, le message on a compris, ces amants ont fait une connerie, ces enfants ont fait une connerie, relâchez-les, s'il vous plaît, ils ne recommenceront plus. » Donc c'était dans l'idée vraiment de relâcher, on apaise. Et Atef Najib leur répond « Oubliez que vous avez des gosses, faites-en d'autres, et si vous ne savez pas comment les faire, envoyez vos femmes, je vais m'en charger. » Voilà la réponse qu'a été le cousin d'Assad à la délégation de notables. Et c'est ce qui a mis les feux aux poudres à Daraa. En mars 2011, commencent les premières manifestations suite à cela, à la revendication de libération. Et dès les premières manifestations qui ont lieu autour de 18 mars 2011, tout de suite le régime tire à balles réelles sur les manifestants. Et envoie la 4e division armée qui est dirigée par son frère Maher al-Assad à Daraa. Et on se retrouve c'était fin mars 2011, article de Libé qu'on peut retrouver, que je cite aussi dans le livre, avec environ entre 200 et 300 morts identifiés à Daraa par balle, juste par les manifestations, parce que des gens ont réclamé la libération d'enfants. En envoyant l'armée, la 4e division autour de la ville, Assad a tout de suite pensé qu'il allait refaire comme en 1982 à Hama. Un bain de sang, et ça va calmer tout le monde. Sauf que la Syrie a changé. Qu'il y a une jeunesse qui est beaucoup plus présente en tout, en fait. Il y a des réseaux sociaux. Et que aussi, l'actualité brûlante fait que Assad n'a pas compris, en fait, le changement de société qui s'est opéré depuis en 30 ans. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas compris, et il pensait qu'il pouvait toujours réprimer à la mode de son père, dans les années 80, comme il l'a fait. Et pourtant, dès les premières manifs, on commence à avoir des petites manifestations en dehors du territoire de Daraa, malgré la présence de l'armée. Et moi, je prends un billet d'avion, moi qui rêvais de cette révolution, je prends un billet d'avion et j'arrive à Damas le 2 avril 2011 pour participer à ce mouvement, parce que je savais que ça allait arriver dans ma ville de Soueida et autres. Et j'écris un article, je vois cette présence militaire, je la documente, et j'écris un article à l'époque qui a été publié par Rue 89, Bachar el-Assad prépare un bain de sang. Et je peux le dire aujourd'hui, jamais j'aurais cru que 13 ans après, je serais encore là à en parler. Vraiment, non, je savais qu'il y aurait eu un bain de sang, mais j'aurais jamais pensé qu'on en serait là 13 ans après. Les événements de Daraa, très vite, en avril, en fait, on voit des snipers apparaître sur les toits de la ville de Daraa. Les snipers. Et ça, c'est un apprentissage de la révolution iranienne qui a eu lieu quelques années avant. C'était en 2009. Très vite, ces snipers prennent position et tirent sur les ambulances, sur les manifestations et les ambulances qui les amènent à l'hôpital. Parce qu'on considère que c'était des manifestants, donc des pro-régimes. La présence de l'armée ne va pas empêcher la diffusion ou ces manifestations d'aller dans d'autres villes. Très vite, les foyers de manifestation arrivent dans la banlieue de Damas et à Damas même, arrivent à Homs, arrivent à Hama, arrivent à Idlib, arrivent dans toutes les villes. Au mois de mai, on compte plusieurs millions de manifestants dans toutes ces villes-là en Syrie. Elles sont documentées. Il y a même l'ambassadeur de l'époque français et américain qui vont à Homs et Hama durant ces manifestations. Et durant deux manifestations qui ont lieu durant ce mois de mai et juin, le préfet, bizarrement, décide de ne pas tirer sur les manifestants à Homs et à Hama. Et on voit entre 500 000 et 1 million de manifestants sur ces villes, sur les places centrales de ces villes, quand les préfets ont décidé de ne pas tirer, faire usage d'armes à feu. Très vite, ils vont être limogés. Et le vendredi d'après, bien sûr, l'arme à feu sera utilisée. Très très vite. Donc il n'y avait pas de demi-mesure, il fallait tirer. Et ce que ne voulait pas Assad, ce qu'il a compris à travers surtout l'Égypte et la Tunisie, c'est qu'il ne fallait pas tenir une place centrale de manifestation à Damas. Il savait que s'il y avait une place qui allait tomber aux mains des manifestants, ça veut dire qu'il y aurait un sit-in, ça veut dire que ces images allaient se diffuser, et ça veut dire qu'il devait admettre qu'il était contesté. Et que les manifestants vont essayer de s'emparer des places à Damas énormément, mais face à des barrages de feu, c'était quasiment impossible à Damas de s'emparer d'une place. Donc on voit que l'arme à feu est le principal outil utilisé, mais dès le mois d'août, il va y avoir l'usage de l'armée
de bombardements qui vont être opérés, c'est en août 2011, bombardement depuis des navires de guerre sur la ville de Lataké. C'est la première fois qu'on voit des bombardements à ce niveau-là. La ville de Lataké et les quartiers sunnites qui avaient manifesté. C'était en août 2011. Il n'y avait pas un manifestant qui avait pris les armes à l'époque. Par contre, on voyait beaucoup de défections, beaucoup de soldats qui refusaient de tirer sur les manifestants, qui quittaient, et eux, s'ils étaient attrapés, risquaient la mort. On les tuait en fait sur place. On considérait qu'ils avaient fait défection et qu'il fallait les abattre. En septembre 2011, un premier bilan estime qu'il y avait 5000 morts, en septembre 2011, des manifestants. Et ce qui s'opère en fait en plus ce changement, c'est que le régime comprend qu'il commence à perdre le terrain, surtout le terrain médiatique. Son machiavélisme extrême qu'on le connaît, fait qu'il va libérer les prisonniers, en fait les prisonniers des djihadistes qu'il avait en détention. Il va tous les libérer et c'est en mai. Plusieurs de ces djihadistes vont devenir les cadres de l'État islamique, de Al-Qaïda et autres, et ils étaient libérés des prisons syriennes. La question, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les prisons syriennes? Pourquoi ils étaient là? En fait, l'arrivée des djihadistes en Syrie, elle remonte à l'Irak, à 2003, à l'invasion irakienne. Assad voulait faire échouer cette invasion irakienne, voulait faire échouer la stabilité du pays et l'Iran, parce qu'il savait que si ça marchait, s'il pouvait y avoir un État démocratique qui naissait après cette invasion, qui est illégale bien sûr, ça serait peut-être son tour. Du coup, il a ouvert les portes de Damas aux djihadistes pour qu'ils fassent leur guerre sainte en Irak. Et c'est tous ces réseaux djihadistes qu'il va réactiver par la suite en Syrie. En 2008, quand Obama arrive au pouvoir, il arrive dans l'idée d'apaisement et de retrait d'Irak. Il y a des accords avec les Américains, et tous ces réseaux djihadistes se retrouvent dans les prisons syriennes. Ils sont emprisonnés, enfermés. Leur rôle était terminé en Irak. Et du coup, il va tous les réactiver et les relâcher de ces prisons, pour qu'ils portent ce discours, qu'ils puissent lui porter ce discours, qu'il, en fait, combat des terroristes et des bandes armées, et que ce n'est en rien une révolution. Alors qu'en septembre 2011, 5000 morts et 6 mois de révolution et de manifestation, il n'y a toujours pas eu un assaut ou un embryon d'armée ou de rébellion armée. Il y a eu quelques groupes qui se sont créés, notamment, mais qui protègent les quartiers, qui n'ont pas pris les armes pour mener des attaques. En septembre 2011, et cela, ça va s'accélérer, la prise d'armes va s'accélérer, mais les gens n'avaient pas le choix, clairement. Ça s'accélère, cette prise d'armes, à Homs, surtout à Homs, qui est assiégé par l'armée, où il y a beaucoup de défections. Et l'idée à l'époque de ceux qui font défection, c'est au moins de protéger les quartiers qui sont bombardés et de protéger les manifestations. Et on voit les manifestations continuer durant toute l'année 2011-2012, des manifestations qui sont protégées par les premiers éléments de l'armée syrienne libre, qui se sont donnés au début comme mission uniquement de protéger les manifestations des assauts des sbires d'Assad. Mais c'est ce qui va aussi accélérer en fait cette arrivée vers la guerre totale. Et surtout, ce qui va accélérer la montée en intensité de la guerre, c'est Alep en 2012. Ce qui se passe à Alep en 2012, Alep était un peu restée à part jusqu'à maintenant parce qu'elle était très quadrillée par les services de sécurité du régime. Ils savaient qu'il y avait une opposition très forte qui remontait aux années 80 dans la ville. Ça a été une ville rebelle. Et du coup, cette pression a fait que Alep n'a pas pu bouger dans les premiers mois de la révolution. Sauf qu'en août 2012, les rebelles arrivent à Alep, ils libèrent plusieurs quartiers. L'université d'Alep manifeste énormément et le régime perd contrôle, sans qu'il perde contrôle dans la ville d'Alep. La perte d'Alep pour le régime est un point et lui fait comprendre, surtout lui, il comprend qu'il ne pourra pas reprendre la main au niveau sécuritaire sur la Syrie comme il l'avait avant 2011. Le retour à la situation post-2011 n'est plus possible après Alep. Tout lui échappe, il a compris que tout lui échappe. Et donc la stratégie va totalement changer. La stratégie du régime de pouvoir s'imposer encore par la force à la population, elle va changer. Il fait le constat qu'on est en 2011 21 millions de Syriens environ, dont 70% de sunnites, qu'il considère comme maintenant contre lui, 60 à 70 exactement,
Et du coup, il faut changer la démographie de la Syrie. Ce n'est plus reprendre la main, c'est changer la démographie syrienne et avoir une population, et il le dira dans un de ses discours, hein, la population maintenant est plus homogène. C'est en 2018 qu'il prononce ces mots. Et quand Alep lui échappe, c'est là où les avions du régime apparaissent, les bombardements aériens. Et moi j'étais à la frontière en 2012, frontière côté turc, j'ai été réveillé par un scud qui a été jeté par Alep. Un scud, ça a la capacité de détruire un quartier, vraiment. À 30 km, vous sentez le sol vibrer. Et c'est à ce moment-là qu'il fait usage massif des bombes barils sur les civils. Bien sûr, dans l'idée de détruire les hôpitaux, les écoles, les marchés, c'était ses cibles favorites, mais dans l'idée de provoquer aussi une fuite massive des Syriens. De toute cette population qu'il considérait comme non loyale à lui, il fallait qu'ils partent. Donc toutes ces zones qui étaient à majorité arabe sunnite vont être largement soumises à des bombardements, et il va faire usage des bombes barils. En fait, des bombes barils, c'est des bombes qui remplissent de TNT, de clous, de matériaux, qu'il largue sur les zones civiles. Il arrose la Syrie de bombes barils, 82 000 bombes barils qui ont été décomptées à l'époque. Donc notamment sur Idlib, sur Alep, sur Dera, les foyers de la contestation, sur le centre de Homs. Ces villes vont être littéralement bombardées, à la façon Grozny. C'est vraiment la guerre façon Grozny. Donc, il avait fait le constat que ces gens devaient partir, et les Syriens sont partis massivement. C'est une réalité. Aujourd'hui, dans les zones contrôlées par Assad, il reste environ 8 millions de personnes sur une population qui en comptait 21 millions. Donc cette stratégie fonctionne. Mais pourquoi? Je regarde l'heure juste pour savoir combien de temps il me reste. Mais pourquoi cette stratégie fonctionne? Parce qu'on le laisse faire. Parce qu'il y a l'impunité totale. Quand j'étais moi à la frontière, je vous dis que j'ai vu le scud tomber qui m'a réveillé en pleine nuit, il faut savoir qu'à la frontière turque, il y avait 2 unités patriotes, d'antimissiles patriotes qui ont été positionnées pour prévenir toute attaque du régime contre la Turquie. Ces 2 unités patriotes, elles ont un rayon d'action de 60 km. Alep est à 30. On aurait pu protéger, créer une zone comme no-fly zone, en fait, une zone anti-aérienne, ce qu'on a fait en Irak pendant 10 ans. De 91 jusqu'à 2000-2003, on l'a fait. Protéger juste les civils, c'était ce que demandaient les Syriens. N'envoyez pas d'armes, mais au moins protéger les civils de ces bombardements qui ont massacré la population, qui ont détruit le pays. Et on a refusé. On n'a pas voulu apporter cette protection. Et durant 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, on a refusé les armes anti-aériennes aux Syriens, à l'armée libre. Ces fameuses armes aujourd'hui qui permettent aux Ukrainiens de ne pas vivre ces bombardements qu'on a vécu nous. Et tant mieux pour les Ukrainiens s'ils ont reçu assez d'armes anti-aériennes pour prévenir les attaques, sinon Poutine enverrait tous les jours ses bombarder les écoles, les hôpitaux, les marchés sur Kiev. Donc, et cela, on n'a pas pu l'éviter en Syrie. On nous a regardés pendant des années. L'autre point qui a été, je dirais, qui a bougé, qui a fait basculer ce conflit, c'est aussi août 2013, donc après Alep, 1 an après Alep, c'est l'usage d'armes chimiques. Il faut savoir que le régime avait utilisé, malgré la ligne rouge, 300 fois les armes chimiques à petite dose. Il faisait des tests. 300 fois, l'arme chimique a été utilisée, mais en août, il l'a utilisée à grande échelle. Donc 1400 morts sur l'attaque du 20 août. Et je dirais pourquoi ça a beaucoup changé, cette non-intervention, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de forces modérées qui, après cela, ont été débordées. Elles n'étaient plus crédibles. Regardez vos alliés occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont abandonné. Ils ont abandonné les Syriens. Même face à un crime chimique, on a reculé. Même face au pire, on a reculé. Et que ce recul, il était grave parce qu'en fait, il a encore ouvert plus les portes de l'enfer aux Syriens. Reculer face à cela, c'était plus aucune limite à Assad. Les bombardements vont s'intensifier. Les morts sous la torture vont s'intensifier. Quelques mois après, on découvre qu'il y a eu, en fait, qu'un officier militaire est sorti de Syrie avec 27 000 photos de cadavres morts sous la torture dans les geôles d'Assad. Et on ne bouge pas. Quand on voit l'horreur de ces photos, si vous regardez César, il s'appelle César, faites une recherche et vous voyez l'horreur, on se croirait, j'aime pas faire des raccourcis ou parfois aussi mélanger, mais on se croirait vraiment les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, la découverte. Ces cadavres, cette folie humaine, elle est inimaginable.
Et on sait qu'il y a eu une construction d'un incinérateur pour faire disparaître les corps dans la prison de Sednaya dès 2012. Les renseignements américains le savaient. Et que Obama, qu'est-ce qu'il fait quand César se présente aux États-Unis, celui qui a fait défection, il empêche en fait la présentation de ses photos au Sénat américain. Il empêche l'exposition au Sénat. C'est le centre de la déportation qui le fait, en fait, à Washington. C'est ce centre-là qui expose les photos parce qu'Obama a agi contre. Il ne voulait pas les voir. Oui, ces photos-là, ces photos de l'horreur. Donc d'une impunité à l'autre, la Syrie est une série d'impunité à l'autre et de compromission. Cette façon de faire la guerre, aujourd'hui, on la voit de partout. Assad, Poutine l'ont normalisé. L'autre date qui devient importante, donc en 2013, les forces modérées sont débordées, les Occidentaux nous abandonnent, c'est le Qatar, la Turquie et les Émirats arabes unis qui commencent à parrainer un peu quelques milices, malheureusement, mais sans jamais donner assez pour qu'on arrive à prendre le dessus. Ils voulaient d'une négociation. Les rebelles sont vraiment oubliés, l'armée libre n'existe pratiquement plus, elle est abandonnée au profit d'autres milices qui émergent. Et l'État islamique se renforce énormément. C'est renforcé d'ailleurs grâce au soutien d'Assad qui bombardait les rebelles alors que l'État islamique avançait au sol. Ça, on l'a documenté maintes fois. Et même quand Poutine a intervenu avec Assad, c'est 90% des bombardements étaient contre les civils et les zones rebelles, et seuls 10% étaient contre l'État islamique. Là-dessus. On le sait. Tout cela a été documenté. La guerre syrienne est la guerre la mieux documentée de l'histoire. Vraiment. Les crimes sont les crimes les mieux documentés de l'histoire. Et pourtant, on n'a rien fait. Et c'est ce qui a normalisé, je vous le dis, cette horreur, cette guerre aujourd'hui que l'on voit à Gaza, qui est contre les civils aujourd'hui. Quand on voit en Birmanie aussi la junte qui continue à bombarder les hôpitaux, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité, et c'est la jurisprudence Assad oui, qui est à l'œuvre. Comme je vous l'ai dit, Gaza aujourd'hui ressemble à s'y méprendre à ce qui s'est passé dans ses ruines, mais aussi dans la famine, à ce qui s'est passé à Yarmouk. Et Benyamin Netanyahou a énormément appris d'Assad là-dessus, de son impunité, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il espère? Il a rendu Gaza invivable, il espère que les gens vont partir, bien sûr, les éloigner encore plus de leur terre. Donc c'est l'objectif final. C'est exactement ce qu'a fait Assad avec la Syrie. C'est faire partir les indésirables, ceux qu'il considérait les indésirables. Et cet incroyable niveau de crime, c'est ce qui a fait en fait que la Syrie est devenue aujourd'hui, je dirais, le berceau de l'ère du cynisme, est devenue une fosse commune. Et je vais vous présenter ici quelques-uns de ces massacres pour qu'on prenne l'idée de l'ampleur de ce qui s'est passé. Entre 2011, 2012, 2013, les massacres que je vous présente ici, c'est souvent des massacres au couteau par les sbires d'Assad contre les zones sunnites. C'est vraiment des massacres parfois au couteau, comme celui de Houla. L'abomination, on ne la connaît pas, et on ne nous l'a souvent pas souhaité la documenter, tellement elle est horrible. Et surtout, l'homme politique ne souhaitait pas la montrer, parce que ça l'oblige à réagir. Présenter ça à un président, quand il affirme qu'il y a ce niveau d'abomination, ça vous oblige aussi à ne pas rester immobile. Or, aujourd'hui, on parle de plus en plus de vouloir réhabiliter le tyran génocidaire. Donc, je vais vous parler de Fawzia Khalaf, par exemple. J'ai traduit son témoignage dans le livre noir. Il est présent. C'était au massacre de Houla en 2012. Une horreur, vraiment, à ne pas le décrire. Et je la cite. « J'ai déchiré mes vêtements et je me suis offerte pour épargner ma fille. 2 hommes m'ont violée devant mon mari. Ils ont tué 20 membres de notre famille, mon mari et 4 de mes filles, Saoussane 21 ans, Bouda 18 ans, Nada 12 ans, et la plus jeune avait 10 ans. Ils ont tué la femme de mon fils enceinte de 7 mois, et son petit bébé Samir qui portait le nom de son grand-père. Ils ont tué ma sœur, ma belle-sœur et ses 2 enfants, mon cousin et ses 4 enfants, l'épouse de mon beau-frère et sa fille. Ils nous ont rassemblés dans une pièce à l'écart près des escaliers du toit et ont ouvert le feu. Puis 4 d'entre eux ont attaqué les survivants au couteau en nous battant, en nous insultant, en nous donnant des coups de pied et violant les femmes et les jeunes filles. C'est à ce moment-là que l'un d'entre eux m'ont violé, puis ils ont violé ma fille de 21 ans, Saoussane, devant mon mari, qui criait et pleurait avant de lui tirer une balle dans la tête. Nous étions 27 personnes dans cette maison, seuls 7 ont survécu.
Ils inspectaient les corps des enfants et des femmes et exécutaient au couteau ceux encore en vie. Tout ça a été documenté par l'ONU, il y a eu des inspecteurs qui sont venus sur place. Tout ça, on le sait. C'est une survivante qui est en Turquie. Vous voyez, ceux qu'on a laissés passer. Et là, c'est un parmi tant d'autres de massacres. 90% des massacres en Syrie sont des faits d'Assad. 10% des autres, dont Daesh. 10% de tous les autres partis, dont Daesh, en Syrie. Mais Daesh a été le plus utile pour Assad. Et que ça a permis aussi aux Occidentaux, à Obama, de dire on va régler le problème de Daesh, sauf que c'était qu'une conséquence, ils le savaient bien. Ce n'était pas la cause. Quand nos avions, les avions de la coalition allaient bombarder les positions de Daesh, ils croisaient les avions de Poutine et d'Assad qui bombardaient les Syriens. Vous voyez, la compromission, elle ne date pas de Gaza malheureusement. Elle est antérieure. Quand on regarde dans le niveau de massacre, c'est Tadamon. C'est un quartier, en fait, c'est presque un camp de réfugiés où il y a beaucoup de Palestiniens dans le quartier de Tadamon. On voit ici une fosse commune en plein milieu du quartier qui a été creusée à coup de bulldozer. Et les vidéos, on les a. Elles sont dans les mains de chercheurs en Europe. On voit 280 civils se faire tuer et jeter dans la fosse commune. On les voit. Un des bourreaux, il s'appelle Amjad Youssef, est toujours en poste en Syrie. Sous-officier, toujours en poste dans un des services du régime. En fait, des opposants lui ont tendu un traquenard et il a parlé, il pensait qu'il parlait à une admiratrice de lui, en fait, syrienne, qui était réfugiée en Allemagne, et il a tout dit, il a avoué, il a parlé, et on a réussi à voir ces vidéos de 280 civils exécutés dans le quartier, dont de nombreux Palestiniens. C'est vous dire, ceux qui se prétendent aujourd'hui amis de la Palestine, le quartier aussi, il y avait le Hezbollah qui participait bien sûr à tous ces massacres en Syrie. Le Hezbollah a participé au siège du camp de Yarmouk, par exemple. L'usage d'armes chimiques, comme je vous l'ai dit, 1400 morts le 21 août, 2 autres attaques significatives, le 4 avril 2017, Khan Sheikhoun, et le 7 avril 2018, Douma, 150 morts. L'attaque chimique de Ghouta, par exemple, il y a eu un rapport de l'ONU, sauf que la Russie a demandé pour qu'il y ait une enquête qu'on ne stipule pas qui est le commanditaire de l'attaque, qui l'a provoqué. Donc le rapport dit qu'il y a eu 1400 civils, que ce sont les zones rebelles qui ont été visées, que les armes identifiées sont celles de l'armée, qu'on reconnaît, que c'est du sarin qui ne pouvait être produit que par Assad, que les zones de tir, sont celles de la 4e division de Maher al-Assad, du frère d'Assad, mais on ne dit pas que c'est Assad. Voilà. Parce que pour avoir une enquête, il ne fallait pas pointer du doigt un responsable. Et donc 328 attaques chimiques en tout, qui ont été répertoriées. Les détenus et disparus, la courbe en rouge, c'est Assad. Les autres couleurs, c'est tous les autres. Et quand je vous dis aujourd'hui qu'on nous impose de négocier une constitution, soi-disant par l'ONU, il y a eu une résolution, il faut avancer dans la résolution onusienne, qui disait qu'il y aurait un gouvernement de transition en décembre 2015 dans les 6 mois et autres. Tout ça a été oublié dans la résolution onusienne, mais ils nous disent qu'il faut changer de constitution. Donc il y a un comité qui travaille sur une nouvelle constitution avec un régime qui n'a jamais respecté la moindre constitution. Donc l'ONU aussi a perdu tout crédit sur la crise syrienne. Et ça ne date pas de l'Ukraine. Cet instrument aujourd'hui est devenu inopérant, clairement, complètement inopérant. Voyez. On sait qu'aujourd'hui on a 150 000 détenus syriens dans les prisons d'Assad. Ceux qui ont remplacé les djihadistes, hein, ce sont des étudiants, ce sont des médecins. J'en ai écrit, j'ai traduit un nombre de portraits, mais j'ai dû en traduire 200, 300. Mais voilà, c'est un travail de monstre de le faire. Je l'ai traduit en français, ce que j'ai pu faire en fait. Donc j'ai perdu des proches dans les prisons d'Assad sous la torture. Il y avait notre conseiller d'orientation de l'école française de Damas qui était franco-syrien, Mazen Dabbar, que j'ai côtoyé pendant 10 ans, qui est mort dans les prisons d'Assad. Un franco-syrien, avec son fils. Et on pense que la seule raison de les avoir envoyés en prison, c'est qu'un officier du régime voulait leur maison à Damas. Donc voilà la seule raison pour laquelle ils se sont retrouvés en prison et qu'ils sont morts en prison. Et on le sait aujourd'hui, qu'ils sont en train d'agoniser, de mourir, et personne ne fait rien. En moyenne, on sait qu'il y a entre 15 et 25 personnes qui meurent tous les jours dans les prisons d'Assad, et personne ne fait rien. Et si on continue,
Voilà, une des photos de César. J'en ai mis qu'une seule. C'est une des photos des 27 000 clichés de César. Il y en a 27 000. Des Syriens ont identifié plusieurs de leurs proches là-dessus, en regardant ces clichés. Et bien rien. Il ne se passe rien. Et Assad continue à avoir 150 000 otages en Syrie. On connaît même les positions, vous allez voir ce qui est effrayant, des fosses communes, on les connaît, on a leur position GPS parce que celui qui était en charge d'enfouir, une des personnes en charge d'enfouir les corps, a fait défection, est en Allemagne et a témoigné à Koblenz dans un procès. Et regardez ce qu'il dit. Nous nous rendons en moyenne 4 fois par semaine sur les 2 terrains réservés pour les fosses communes. Ils sont situés à proximité de Damas, localité de Najra et Kotaifa. À chaque fois, nous devons nous charger d'enterrer, avec une pelleteuse et un bulldozer, un à plusieurs conteneurs de cadavres, entre 300 et 700 corps. À l'ouverture du conteneur se dégageait un gaz et un son de décompression. Précédaient les odeurs. Les miasmes des cadavres restent dans le nez. Rien n'y fait, ça reste dans notre tête. J'ai vu des rivières de sang et d'asticots. La première fois que j'ai vu ça, je n'ai pas mangé durant plusieurs jours. Les corps étaient nus, couverts d'échymoses et de brûlures. Des pieds et des mains sans ongles sur certains cadavres. Le sexe avait été sectionné. Question de l'un des juges. Y avait-il parmi les cadavres le corps de femmes et d'enfants? Réponse, il y avait des femmes, des filles et des enfants. J'ai moi-même vu, sous un amas de cadavres, le corps d'une femme qui serre le cadavre de son enfant dans les bras. Apparemment, ils sont morts ensemble. Ce jour-là, je me suis effondré. Et à ce moment-là, le témoin est tombé aussi. La séance a été suspendue. Donc on n'est même pas aujourd'hui, pour vous le dire, en capacité de faire le décompte de nos morts. On ne le sait pas. Je vous présente des chiffres, je ne sais pas combien il peut y avoir de victimes de ce conflit aujourd'hui. C'est impossible à établir entre les disparus, entre les familles entières qui ont été ensevelies. Là, je vous ai parlé du tournant d'Alep. Je vous en ai déjà parlé, mais on va suivre. Et c'est là où je voudrais en revenir, et ça permettra la conclusion, c'est l'impunité qui a toujours été l'allié d'Assad. Tout ce qu'on a vu, il ne s'est jamais rien passé. Tout ce qu'on a vu a été couvert par un nombreux veto de Poutine. Tout ce qu'on a vu a été normalisé. Et il n'y a aucun hasard aujourd'hui si, au début de l'offensive en Ukraine, Poutine a ciblé Mariupol, l'hôpital, la natalité d'ailleurs de Mariupol, et le théâtre qui abritait des réfugiés. Il n'y a aucun hasard. Il avait normalisé sa guerre. On lui avait donné un go en Syrie, et il a eu son go. Et il faut savoir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 2015, quand Poutine intervient en septembre, il avait eu le feu vert d'Obama aussi. Obama voulait en finir avec la révolution, il voulait un retour, comme il a fait avec l'Égypte, quand il a aboudé Sisi, le général. Il fallait revenir aux régimes autoritaires tout au long de la Méditerranée, qui nous arrangent bien, ces régimes autoritaires. Les démocraties savent faire avec. Obama voulait un retour du statu quo, et il a promis à Poutine à l'époque qu'il ne donnerait pas d'armes anti-aériennes s'il intervenait, comme ça s'est passé en Afghanistan. Donc Poutine pouvait intervenir avec une victoire facile. Il savait qu'il avait la victoire. Envoyer des bombardiers à 5000 mètres d'altitude, jeter des bombes contre des rebelles qui ont des kalachnikovs, il n'avait qu'une victoire facile, et c'est cette victoire qui a ouvert les portes de l'Ukraine. Et on le paye aujourd'hui. C'est cette normalisation de la barbarie qu'on voit aujourd'hui à Gaza. C'est la même normalisation de la barbarie que la junte militaire de Birmanie utilise aujourd'hui contre ses opposants en bombardant les hôpitaux, qui sont devenus une de ses cibles. C'est exactement ce qu'ont fait aussi les généraux putschistes au Soudan. Putschistes qui ont putché d'ailleurs un comité qui était en place, un comité de gouvernance suite à une révolution au Soudan, on oublie, exactement comme en Syrie, et c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont voulu en fait liquider le gouvernement de transition. Et c'est eux qui ont favorisé ces deux commandants putschistes, et aujourd'hui on se retrouve avec plus de 7 millions de réfugiés au Soudan en quelques mois de guerre. Voilà où nous a mené cette compromission, c'est nos éternelles compromissions. Avec un discours durant des années, il faut parler avec Assad, comme on nous dit aujourd'hui qu'il faut parler avec Poutine, que la solution est politique. Et on voit bien où a mené la solution politique d'Assad. Aujourd'hui, c'est probablement la plus dramatique des crises du 21e siècle. On est plus de 10 millions de Syriens à ne pas pouvoir rentrer chez nous.
C'est une deuxième Nakba qu'on vit en Syrie, qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas. Il y a 4 millions qui sont dans le nord du pays. Il y en a 4 millions en Turquie qui ne peuvent pas rentrer. Il y en a 1 million qui sont en Allemagne. Il y en a 1 million en Jordanie, 1 million au Liban, plus quelques millions éparpillés ailleurs. C'est une Nakba qu'on vit. C'est tous, nous tous, Syriens, nous n'avons pas d'espoir de retour aujourd'hui. L'espoir n'est pas permis. Et qu'il y a un changement démographique qui s'opère avec l'aide de l'Iran, qui aujourd'hui installe ces milices, les familles de ces milices, en lieu et place des Syriens qui ont été chassés de chez eux. Et dans l'impunité totale, aujourd'hui Assad s'est converti au narcotrafic. Vendeur de drogue, c'est devenu le premier narcotrafic-État du Moyen-Orient. À lui seul, il dépasse tous les cartels de drogue de la Colombie. Voilà comment il se finance. Pourquoi il se finance avec la drogue? Parce que bon, il lui faut de l'argent frais, mais c'est aussi qu'il a cédé tout ce que la Syrie possédait à ses deux parrains, les Iraniens et les Russes qui l'ont aidé dans cette guerre. Ils ont récupéré le gaz, ils ont récupéré le phosphate, ils récupèrent tout. Du coup, pour se financer ce régime, il est allé sur un terrain. En fait, le trafic de drogue est quelque chose qui existait dans la famille Assad. C'était une branche de la famille qui s'en occupait, pas tous. Et aujourd'hui, c'est devenu la principale activité de la 4e division de Maher al-Assad, en fait. Et il inonde maintenant toute l'Europe, même l'Allemagne, l'Italie et tous les pays du Golfe avec la drogue pour se financer. Voilà comment l'impunité a fait son jeu depuis toujours. Mais ça remonte malheureusement bien au-delà de 2011. Ça remonte à l'invasion d'Irak quand il a envoyé les djihadistes combattre en Irak. On lui a pardonné. Quand il a tué un Premier ministre en exercice au Liban, on lui a pardonné. En 82, quand ils ont bombardé Hama. Et c'est cette impunité qui a fait son sentiment, qui fait son sentiment qu'il peut continuer à tuer, à avoir 150 000 otages qui agonisent dans ses prisons sans que personne ne lève le petit doigt. Et il nous a fait rentrer dans l'ère du cynisme aujourd'hui, malheureusement, dans les guerres. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on n'en parle plus, alors qu'elle est à l'origine, que la Syrie est vraiment à l'origine de tout cela. Donc voilà, je laisse un peu d'espace pour les questions, mais j'espère que j'ai été clair dans mon intervention et que je vous ai apporté un petit éclairage là-dessus, sur la Syrie.